fort. Donc ça me rappelle mes débuts, quand j'ai fait des premières parties, quand je suis venue chanter, toujours à la Place des Arts. Elle possédait la gloire, l'argent, l'amour du public. Mais certaines nuits, Mireille Mathieu se couchait avec un silence si lourd qu'aucun applaudissement ne pouvait le briser. Et si la plus grande fortune de France cachait en réalité l'un des destins les plus solitaires du monde du spectacle. Fermez les yeux un instant et imaginez la scène. Une femme à la silhouette immobile, droite, presque austère. Une voix qui a traversé les continents, chanté dans 9 langues, bouleversé des millions de cœurs. Une femme qui, sur le papier, a absolument tout réussi. Et pourtant, derrière les rideaux de velours, lorsque la lumière s'éteint, une autre vérité apparaît, plus intime, plus dérangeante. Mireille Mathieu n'a jamais été une chanteuse comme les autres. Elle n'a jamais vécu comme les autres. Et surtout, elle n'a jamais payé le même prix que les autres pour sa célébrité. Car chez elle, chaque succès avait une contrepartie. Chaque triomphe, une renonciation. On parle souvent de son luxe discret, de son hôtel particulier à Neuilly-sur-Seine, élégant, feutré, presque hors du temps. On évoque ses tournées internationales, ses millions de disques vendus, sa fortune estimée à près de 100 millions de dollars. Mais ce que l'on raconte moins, c'est ce qu'elle a laissé derrière elle pour atteindre ce sommet. Ce qu'elle a sacrifié sans jamais se plaindre, sans jamais se confier vraiment. Car Mireille Mathieu appartient à une génération où l'on ne parlait pas de ses failles. On avançait, on serrait les dents, on obéissait à une discipline de fer. Et elle, plus que quiconque, a appliqué cette règle à la lettre. Sa vie n'a jamais été une succession de plaisirs, mais une mission, une obligation morale presque sacrée. Chanter encore et toujours pour ne jamais retomber là d'où elle venait. Et justement, d'où venait-elle ? Avant les paillettes, avant l'Olympia, avant Las Vegas et les chefs d'État, il y avait Avignon. Une ville belle, certes, mais aussi rude dans l'après-guerre. Il y avait une famille de 14 enfants. 14. Un chiffre qui donne déjà le vertige. Une maison trop petite. Des fins de mois impossibles. Un père tailleur de pierre, brisé par le travail. Une mère courage, épuisée, qui n'avait pas le luxe de rêver. Dans cette famille, Mireille était l'aînée. Celle qui devait montrer l'exemple. Celle qui n'avait pas le droit d'échouer. Et pourtant, à l'école, tout se passait mal. Elle souffrait de dyslexie, un trouble presque inconnu à l'époque. Les lettres se mélangeaient, les mots se déformaient. Les professeurs ne comprenaient pas. On la punissait, on la rabaissait. Peu à peu, elle a appris une chose essentielle. Le monde ne pardonne pas la faiblesse. Alors elle a quitté l'école, sans diplôme, sans promesse d'avenir. Elle a travaillé à l'usine de papier pour aider sa famille. Les mains dans la poussière, le corps fatigué, l'esprit enfermé dans une vie qui semblait déjà écrite. Une vie modeste, discrète, invisible. Mais le soir, quand tout se taisait, une autre Mireille apparaissait, une jeune fille de qui chantait, qui imitait Édith Piaf, qui fermait les yeux et imaginait une échappatoire. Pour elle, chanter n'était pas un loisir, c'était une question de survie, la seule porte de sortie possible. Et pourtant, même là, rien ne lui a été offert. Elle a échoué 2 fois aux concours locaux, 2 années de suite, 1962, 1963, 2 humiliations publiques, 2 rappels cruels que le talent ne suffit pas toujours. Beaucoup auraient abandonné. Elle, non. Parce qu'abandonner aurait signifié retourner à l'usine, retourner au silence, retourner à l'oubli. En 1964, elle réessaie une dernière fois. Elle monte sur scène, elle chante La vie en rose. Et ce soir-là, quelque chose bascule. Pas seulement un trophée, un destin. Mais ce que Mireille ne sait pas encore, c'est que cette victoire va l'emmener très loin. Peut-être trop loin, car dans le monde impitoyable du show business, chaque conte de fées cache une autre histoire. Une histoire faite de contrôle, de solitude et de choix irréversibles. Il y a des rencontres qui vous élèvent et d'autres qui vous transforment à jamais. Pour Mireille Mathieu, cette rencontre porte un nom, Johnny Stark. Lorsqu'il la voit pour la première fois, il ne voit pas seulement une jeune fille timide d'Avignon, il voit un diamant brut, une voix rare, une discipline naturelle, et surtout une docilité presque dangereuse. Johnny Stark est déjà un géant du show business. Il connaît les règles, les pièges, les sacrifices nécessaires. Il sait aussi reconnaître ceux qui accepteront de tout donner. Il la prend sous son aile. Littéralement. À partir de ce moment-là, la vie de Mireille ne lui appartient plus tout à fait, les décisions se prennent vite,
Très vite, le rythme s'accélère. Répétitions, apparitions télévisées, concours nationaux. En 1965, elle remporte Jeux de la chance. La France découvre ce visage sévère, cette coupe au carré, cette voix qui rappelle Piaf, mais refuse d'en être l'ombre. Le succès est immédiat. Foudroyant. Mireille monte sur la scène de l'Olympia. À peine 20 ans, à peine sortie de l'usine, et déjà propulsée là où tant d'autres n'arrivent jamais. Pour le public, c'est un miracle. Pour elle, c'est un vertige. Car Johnny Stark n'est pas un homme tendre. Il est exigeant, infatigable, autoritaire. Il décide des chansons, de l'image, du rythme, des fréquentations. Mireille obéit. Elle apprend vite que poser des questions ralentit la machine, et que la machine ne doit jamais s'arrêter. La presse commence à parler. On la surnomme la Piaf d'Avignon. Une étiquette flatteuse, mais lourde à porter. Mireille le sait. Si elle reste prisonnière de cette comparaison, elle sera remplacée. Johnny Stark aussi le sait, alors il agit. Il façonne un répertoire plus international, plus moderne, il l'entoure des meilleurs. Paul Moria, André Pascal. Ensemble, ils construisent une carrière millimétrée. Mais derrière cette réussite exemplaire, une autre réalité s'installe. Mireille travaille sans relâche. Elle chante quand elle est malade. Elle enregistre quand elle est épuisée. Elle voyage quand son corps réclame le repos. Les émotions personnelles n'ont pas leur place dans cet agenda. L'amour, un luxe. Les amis, un risque. La spontanéité, une faiblesse. Johnny Stark devient omniprésent, mentor, protecteur, stratège, parfois presque père. Mireille lui fait une confiance absolue. Trop peut-être. Car lorsqu'on confie tout à une seule personne, on accepte aussi de ne plus rien contrôler. Des rumeurs commencent à circuler sur la nature de leur relation. Professionnelle certes, mais d'une intensité inhabituelle. Certains parlent d'attachement excessif, d'autres d'une dépendance mutuelle. Mireille, elle, se tait. Comme toujours, elle chante, elle travaille, elle avance. Les années passent, les tournées s'enchaînent. Mireille quitte la France, puis l'Europe. Elle découvre l'Amérique, le Canada, l'Angleterre. À Las Vegas, elle partage l'affiche avec Frank Sinatra et Dean Martin. Peu de chanteuses françaises ont connu cela. Sur scène, elle sourit. En coulisses, elle suit les consignes. Toujours. Mais une question commence à murmurer dans l'ombre. Jusqu'où peut-on aller sans se perdre soi-même ? Johnny Stark croit à une chose plus que tout, la discipline absolue. Mireille l'applique avec une rigueur presque militaire. Elle devient une machine à succès, une icône, une marque, et en même temps une jeune femme qui n'a jamais appris à dire non. Elle n'a pas le temps de tomber amoureuse, pas le temps de se chercher, pas le temps de douter. Chaque jour est consacré au public, chaque soir à la scène. Et lorsque la lumière s'éteint, il ne reste que le silence et les consignes du lendemain. Ce pacte tacite durera des années, jusqu'à ce qu'un événement brutal vienne tout bouleverser, un événement qui forcera Mireille à regarder sa vie autrement, à comprendre que même les carrières les plus solides reposent sur des fondations fragiles. Quand Mireille Mathieu quitte la France pour la première fois, elle croit partir quelques semaines. Elle ne sait pas encore qu'elle vient, en réalité, de perdre toute notion de foyer, car à partir de ce moment précis, sa vie va se résumer à une suite de chambres d'hôtel, d'aéroports, de loges sans fenêtres, et d'applaudissements qui remplacent peu à peu les repères. Le succès international est fulgurant, presque violent. L'Allemagne tombe amoureuse d'elle. La Russie l'adopte comme l'une des siennes. Le Canada l'érige en icône francophone. Le Japon la respecte pour sa discipline presque ascétique. Mireille chante en allemand, en russe, en espagnol, en italien, en anglais, parfois sans même comprendre chaque mot qu'elle prononce. Mais cela n'a plus d'importance. Sa voix, elle, parle une langue universelle. Sur le papier, c'est une victoire totale. Plus de 181 millions de disques vendus, des salles combles, des disques d'or, de platine, des distinctions à n'en plus finir. Elle chante devant des chefs d'État, des dignitaires, dans des pays où peu d'artistes occidentaux ont le droit d'entrer. En 1986, elle se produit en Chine, juste après l'ouverture du pays, un événement historique. Mais derrière cette expansion mondiale se cache une vérité moins reluisante. Mireille n'a plus de centre. Elle n'appartient plus vraiment à aucun pays. Trop française pour l'étranger, trop absente pour la France. Elle devient une citoyenne du monde, mais sans racines profondes. Chaque retour à Avignon est bref, chaque passage à Paris, fonctionnel. Elle vit pour les scènes, pas pour les lieux. Son emploi du temps est implacable. Certaines années, elle enregistre jusqu'à 30 chansons en parallèle, tout en préparant des tournées gigantesques.
Munich, Paris, Moscou, Montréal, parfois dans la même semaine. Son corps suit, sa voix tient. Son esprit, lui, commence à encaisser en silence. Car dans cette vie réglée, comme une horloge suisse, il n'y a pas de place pour l'imprévu. Pas de place pour une relation amoureuse normale. Pas de place pour l'intimité. Mireille est aimée par des millions de personnes, mais connue par très peu, et comprise par presque personne. Les médias, eux, tentent de combler le vide. Ils inventent des romances, des liaisons supposées. On la prête à des animateurs célèbres, à des acteurs internationaux. Certaines de ces histoires sont même encouragées par son entourage, pour entretenir le mythe, détourner l'attention, vendre plus de disques. Mireille se laisse faire. Elle a appris que l'image publique n'est pas la vérité, c'est un outil. La réalité est plus simple et plus triste. Ses journées sont remplies, ses nuits sont calmes, trop calmes. Elle se couche tôt, elle se lève tôt, elle mange peu, elle boit de l'eau, elle protège sa voix comme d'autres protègent un trésor de guerre. Mon métier est un sport, dira-t-elle plus tard. Un sport où l'on ne s'autorise ni blessure ni faiblesse. À force de tout contrôler, elle commence à ressentir une fatigue profonde, pas seulement physique, une fatigue de l'âme, un épuisement que l'on n'ose pas appeler burn-out, surtout à une époque où ce mot n'existe pas encore. Elle continue pourtant, parce que s'arrêter serait admettre une faille, et Mireille n'a jamais appris à vivre avec ses failles. C'est à cette période que Johnny Stark devient encore plus central, plus présent, plus indispensable. Il organise, il décide, il filtre, Mireille suit, elle lui doit tout, pense-t-elle. Sa carrière, sa stabilité, sa sécurité. Alors elle accepte, encore, toujours. Mais en 1989, le monde qu'elle connaissait s'effondre brutalement. Johnny Stark meurt. Pour la première fois depuis près de 25 ans, Mireille se retrouve seule face à sa carrière, seule face à ses choix, seule face à son argent, à ses contrats, à ses décisions, et surtout seule face à une question qu'elle avait toujours évitée. Qui suis-je en dehors de la chanteuse que l'on a façonnée ? La disparition de Johnny Stark agit comme un électrochoc. Mireille réalise que certains collaborateurs ont parfois dépensé son argent sans compter, que la confiance aveugle peut coûter très cher. Financièrement, mais aussi moralement. Elle comprend qu'elle doit apprendre à se protéger, à contrôler ce qui lui appartient, à survivre autrement. C'est à ce moment précis que Mireille Mathieu change de rôle. Elle n'est plus seulement une artiste, elle devient une stratège. Après la mort de Johnny Stark, Mireille Mathieu découvre une sensation nouvelle, presque inquiétante. Le vide, plus de voix autoritaire pour décider, plus de calendrier imposé à la minute près, plus de bouclier entre elle et le monde. Pour la première fois, la femme derrière l'icône doit regarder la réalité en face. Et cette réalité n'est pas seulement artistique, elle est financière, juridique, stratégique. Car Mireille comprend alors une vérité brutale que beaucoup d'artistes apprennent trop tard. Le succès attire autant les admirateurs que les prédateurs. Elle réalise que certains contrats n'étaient pas à son avantage, que certaines dépenses lui avaient échappé, que la confiance dans ce milieu peut coûter une fortune, et surtout qu'elle ne peut plus se permettre d'être naïve. Alors elle agit, en silence, avec méthode. Elle fonde ses propres structures d'édition musicale. Elle récupère le contrôle de ses droits, elle sécurise son catalogue, immense, multilingue, encore très rentable. Là où d'autres artistes de sa génération ont vu leurs revenus s'effondrer avec la fin des ventes physiques, Mireille, elle, bâtit un revenu passif durable. Radio, compilation, diffusion télévisée, licences internationales, chaque chanson continue de travailler pour elle. Ce virage n'est pas seulement économique, il est psychologique. Pour la première fois, Mireille se sent maîtresse de son destin. Elle n'est plus uniquement la voix que l'on applaudit, elle est la femme qui décide, qui protège, qui anticipe. Une femme marquée par la pauvreté de son enfance, et qui a juré inconsciemment de ne plus jamais dépendre de personne. Cette prudence se retrouve aussi dans ses investissements immobiliers. À Neuilly-sur-Seine, elle vit dans un hôtel particulier, élégant, discret, presque austère. Rien d'ostentatoire. Pas de démonstration de richesse. Tout est choisi avec soin, mesuré, contrôlé. La maison est partagée avec sa sœur Monique, sa confidente, son pilier, celle qui l'accompagne depuis toujours. Une présence rassurante, stable, familiale. Mais l'autre cœur de sa vie se trouve ailleurs, à Avignon.
la maison de son enfance, modeste, chargée de souvenirs. C'est là que Mireille se sent en sécurité, là qu'elle se reconnecte à ses racines, là qu'elle respire. Malgré sa fortune, malgré sa célébrité, elle n'a jamais voulu vendre cette maison. Elle aurait pu acheter des villas somptueuses, des propriétés modernes. Elle a refusé, parce que ce lieu représente ce qu'aucun argent ne peut remplacer, l'origine. Après la mort de sa mère, en 2006, ce lien devient encore plus fort. Mireille a confié parler à sa mère le soir, dans le silence des pièces familières, comme une prière, comme une conversation intime, pour se calmer, pour se rassurer, pour ne pas se sentir seule. Certains trouvent cela étrange, d'autres profondément humain. Mireille, elle, y trouve la paix. Et pourtant, malgré cette stabilité retrouvée, une question continue de hanter les esprits. Pourquoi n'a-t-elle jamais fondé de famille ? Mireille n'a jamais été mariée. Elle n'a jamais eu d'enfant. Un choix qui intrigue, qui dérange parfois. Elle a toujours protégé sa vie privée comme un sanctuaire. « Ma vie privée est un jardin secret », disait-elle. Mais derrière cette phrase élégante se cache une réalité plus complexe. Son enfance, dans une famille de 14 enfants, a laissé une empreinte profonde. Elle a vu sa mère s'épuiser, se sacrifier, s'oublier. Elle a vu ce que signifiait le poids d'une famille nombreuse. Et peut-être, sans jamais l'avouer clairement, Mireille a décidé de ne pas reproduire ce schéma. Sa carrière, dévorante, ne laissait de toute façon que peu d'espace pour une vie conjugale stable. Les rumeurs, elles, n'ont jamais cessé. Johnny Stark, des animateurs célèbres, des acteurs internationaux, des histoires parfois inventées, parfois exagérées. Elle a même été brièvement fiancée, une fois, une seule semaine. La relation s'est terminée lorsque l'homme lui a demandé d'arrêter de chanter. Pour Mireille, la réponse a été immédiate, inévitable. Choisir l'amour aurait signifié renoncer à elle-même. Alors elle a choisi la scène, encore, toujours. À mesure que les années passent, Mireille Mathieu ne ralentit pas, elle se resserre. Comme si le temps qui avance exigeait encore plus de rigueur, encore plus de contrôle. Là où d'autres artistes se laissent aller, elle, au contraire, affine chaque détail de sa vie quotidienne. Non par caprice, par nécessité. Ses journées commencent tôt, très tôt, toujours selon le même rituel. Un verre d'eau, un petit déjeuner simple, pas d'excès, jamais. Mireille mange comme une sportive de haut niveau. Du poisson, des soupes, des yaourts, peu de sucre, pas d'alcool, ou presque. Elle le dit sans détour, elle a peur de perdre sa voix. Et cette peur gouverne tout. Car pour Mireille, la voix n'est pas seulement un outil, c'est une identité, une armure, une raison d'exister. Sans elle, que resterait-il ? Cette question, elle ne la formule jamais à voix haute. Mais elle est là, tapie dans l'ombre de chaque décision. Elle dort beaucoup, se couche tôt, refuse les sorties nocturnes, fuit les mondanités inutiles. Elle préfère le calme, le silence, les gestes simples. Dans sa maison, le piano trône comme un autel, autour des partitions soigneusement classées, des lettres de fans accumulées sur des décennies, des cadeaux modestes mais chargés d'émotions. Chaque objet raconte une histoire, une époque, une vie vécue à travers le regard des autres. Et puis il y a ses peurs. Des peurs que l'on n'associe pas spontanément à une icône mondiale. Mireille ne conduit pas. Jamais. Elle n'a jamais passé le permis. La dyslexie, la confusion gauche-droite, un accident terrifiant dans sa jeunesse, tout cela a laissé une trace profonde. Elle se déplace avec des chauffeurs, ou à pied, ou en transports en commun. Une célébrité mondiale qui marche discrètement dans la rue, presque invisible. Elle a aussi peur de l'avion. Une peur panique. Chaque vol est une épreuve. Elle ne lit pas, ne dort pas. Elle regarde par le hublot. Elle boit de l'eau. Elle prie parfois. Et pourtant, malgré cette angoisse, elle a continué à parcourir le monde. Parce que la mission passait avant le confort. Toujours. Paradoxe étonnant. Cette femme craintive adore la Formule 1. La vitesse, le danger. Elle a assisté à des grands prix. Elle a chanté pour des pilotes légendaires dans leur langue, pour Michael Schumacher en allemand, pour Felipe Massa en portugais, comme si, à travers eux, elle touchait une audace qu'elle s'interdisait dans sa propre vie. À l'opposé de cette fascination pour la vitesse, Mireille collectionne des tortues, des figurines offertes par des fans du monde entier. Symbole de longévité, de lenteur, de persévérance, un choix presque philosophique. Comme si elle avait accepté, avec l'âge, que la vraie victoire n'était plus d'aller vite, mais de durer. Malgré sa fortune, Mireille reste étonnamment simple.
Elle participe aux tâches ménagères, nettoie, range, frotte les sols avec des produits traditionnels, vinaigre, bicarbonate, des gestes hérités de sa mère, des gestes qui rassurent, qui ancrent, qui donnent l'impression que le monde est encore maîtrisable. Sa foi occupe une place centrale, discrète, profonde. Le soir, il lui arrive de parler à sa mère disparue, comme une confession murmurée, comme une prière. Elle n'a jamais cherché à expliquer cette habitude. Elle lui appartient, elle l'apaise. Dans ces moments-là, Mireille n'est plus une star. Elle est une fille, simplement. Et pourtant, malgré cette vie réglée, protégée, entourée, une vérité demeure. La solitude est toujours là. Elle est apprivoisée, organisée, mais jamais totalement absente. Mireille a appris à vivre avec elle, à la transformer en silence habitable, en discipline, en fidélité à soi-même. À plus de 60 ans de carrière, une question flotte désormais dans l'air, lourde et silencieuse. Que restera-t-il lorsque la voix de Mireille Mathieu s'éteindra ? Car même si elle continue de monter sur scène, même si elle refuse encore aujourd'hui le prompteur pour rester libre, authentique, imparfaite parfois, le temps, lui, ne négocie jamais. Mireille le sait, elle n'en parle presque pas, mais elle le sait. Chaque concert est vécu comme s'il pouvait être le dernier. Chaque chanson est donnée avec une précision presque sacrée. Elle ne triche pas, elle ne se cache pas. Elle respecte son public comme on respecte un engagement ancien, un pacte silencieux signé il y a plus d'un demi-siècle. Elle chante encore à l'Olympia, elle parcourt la France, parfois l'étranger, toujours avec la même exigence, toujours avec cette posture droite, presque immobile, comme si le corps tout entier se mettait au service de la voix, une voix qui a traversé les régimes politiques, les modes musicales, les générations, une voix qui a survécu là où tant d'autres se sont éteintes. Mais derrière cette longévité exceptionnelle se cache une autre réalité. Mireille Mathieu n'a pas d'enfant, pas d'héritier direct. Son héritage sera donc ailleurs, dans ses chansons, dans ses enregistrements, dans les souvenirs de ceux qui l'ont écouté un soir de solitude, un matin de nostalgie, un moment de fragilité. Elle a laissé entendre que sa sœur Monique continuerait à veiller sur son patrimoine artistique, comme elle l'a toujours fait, avec discrétion, avec loyauté, avec cette fidélité familiale qui a guidé toute sa vie. Car si Mireille n'a pas construit de famille au sens traditionnel, elle n'a jamais été seule. Elle a toujours été entourée de ses sœurs, de ses souvenirs, et surtout de son public. Ce public qu'elle considère comme sa véritable famille, celui pour qui elle a tout donné, celui qu'elle n'a jamais trahi, celui qu'elle remercie encore à chaque interview, à chaque apparition, comme si rien n'était jamais acquis, comme si la reconnaissance devait toujours être méritée. Alors aujourd'hui, Mireille Mathieu vit entre deux mondes, entre Paris et Avignon, entre la scène et le silence, entre la célébrité et l'anonymat. Elle a trouvé un équilibre fragile mais sincère, un équilibre fait de routine, de prière, de souvenirs, de discipline, un équilibre qui lui ressemble, sans excès, sans scandale, sans éclat inutile. Et peut-être est-ce là finalement sa plus grande réussite, avoir traversé la gloire sans se perdre complètement, avoir connu le luxe sans renier la simplicité, avoir été aimée par le monde entier sans jamais cesser d'être cette jeune fille d'Avignon qui chantait pour s'en sortir. Mais une question demeure. Une question que je vous laisse, à vous, qui regardez cette vidéo jusqu'au bout. Si vous aviez la fortune, la renommée et le destin de Mireille Mathieu, feriez-vous les mêmes choix ? Le prix de la gloire vaut-il une vie de discipline, de solitude et de silence ? Dites-le moi en commentaire. Votre réponse m'intéresse vraiment. Si cette histoire vous a touché, pensez à liker la vidéo, à la partager avec quelqu'un qui aime les destins hors normes et à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune des grandes vies derrière les apparences. Parce que derrière chaque icône, il y a toujours une histoire que l'on n'a jamais vraiment racontée.